Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. La presse américaine, en 1964, écrivait à propos de cette affaire du cousu main. Le tout Hollywood du cinéma et de la chanson en rajoutait du chiquet ou les grandes manœuvres de la publicité. Il s'agissait pourtant d'un kidnapping, et le FBI était sur les dents selon la formule consacrée. Mais il s'agissait d'un kidnappé exceptionnel, un kidnappé ultra célèbre et pourtant inconnu. Oui, d'un enfant qui n'était plus un enfant. Oh bref, d'une bien curieuse histoire. Comment peut-on imaginer toutefois qu'une agence de publicité quelconque organise un kidnapping uniquement pour la promotion du kidnappé? On vous répondra qu'en Amérique tout est possible. Mais quand même, la justice est au bout. D'ailleurs, la meilleure façon de se faire une opinion sur le sujet, c'est d'examiner en détail le déroulement du scénario. Première image, le lac Tahoe, 8 décembre 1963. Le vent souffle en tempête. Un petit motel au bord du lac. Dans une chambre de cet hôtel, le futur kidnappé et l'un de ses amis dînent en paix. Le téléphone sonne. Le futur kidnappé décroche. « Oui, j'écoute. » Petit silence de 2 secondes. Réponse dans l'appareil. « Oh, pardon, c'est une erreur. » Et tout le monde raccroche. À peine 5 minutes plus tard, on frappe à la porte. « Service, monsieur. Entrez, c'est ouvert. » Ils sont 2 à entrer. L'un avec un revolver P38 qu'il braque sur son objectif, tout en refermant la porte doucement. « Faites ce qu'on vous dit et tout ira bien. Toi, habille-toi et mets quelque chose de chaud. » Pendant que le kidnappé s'habille, son compagnon est contraint de se coucher sur le ventre. Le deuxième kidnappeur lui attache les pieds, les mains, couvre ses yeux d'une bande de sparadrap et l'abandonne dans un coin de la chambre. L'opération a duré 5 minutes. Le kidnappé sort maintenant, entre les 2 kidnappeurs, couloir vide, escalier vide. Au dehors, une Impala blanche dont le moteur ronronne. « Monte et boucle-la. Étends-toi sur la banquette. » On bande les yeux du kidnappé. L'homme au pistolet prend le volant, son complice s'assoit devant, et la voiture fonce en direction du Nevada sur la nationale 395. Le premier kidnappeur, Barry Keenan, 23 ans, pêcheur. Le deuxième kidnappeur, Joseph Amschlein, 23 ans, boxeur. L'ami du kidnappé, John Foss, musicien d'orchestre. Le kidnappé, Frank Sinatra Jr. J'ai bien dit junior, Frank Sinatra Jr., 19 ans, qui vient d'abandonner ses études pour chanter dans un orchestre. Enfin, pour l'heure, il est à plat ventre sur la banquette arrière d'une voiture apparemment kidnappée en bonne et due forme. La tempête fait rage autour du lac et personne n'a remarqué quoi que ce soit. Mais bien que ficelé dans la chambre, le jeune trompettiste se tortille comme un beau diable et en l'espace d'une dizaine de minutes arrive à se libérer de ses liens et appelle la police. Tout ce qu'il peut dire, c'est qu'on a enlevé Frank Sinatra Jr. sous la menace d'une arme, car il n'a pas vu la voiture, bien entendu, et que l'un des hommes s'appelle Joe. Temps de mise en place des barrages, environ 20 minutes. Le FBI ne traîne pas dans ces cas-là, d'autant plus, il est important de le rappeler, d'autant plus que l'Amérique entière sait que Sinatra père est un allié de la famille Kennedy, un adversaire de la mafia et un super homme d'affaires en plus de son statut de plus grand chanteur des États-Unis. La nuit passe dans l'affolement que l'on imagine. Pas d'empreinte, pas de témoignage, pas de suspect. Lorsque Sinatra débarque avec une armée de fédéraux. Le lendemain matin, l'enquête est dans le noir total. Le 9 décembre 1963, dans la matinée, Sinatra tourne en rond devant son téléphone. Toutes les radios de Californie ont annoncé son arrivée au lac Tahoe. Il a dit simplement
S'ils veulent du fric, qu'ils le disent. Je me fous du fric. Je me fous qu'on le récupère ensuite ou non. Ce que je veux, c'est Frankie. On parle aussi, mais beaucoup moins, de la mère de Frankie Junior, Nancy Barbato, qui vit à Reno depuis son divorce il y a 10 ans. Selon toute vraisemblance, ce n'est pas avec elle que les ravisseurs prendront contact. Quand on enlève le fils de Sinatra, c'est avec Sinatra bien sûr qu'on discute, c'est évident. Et d'ailleurs, le téléphone sonne. Frank Sinatra décroche, les magnétophones du FBI ronronnent d'avance. La conversation est courte. Frank Sinatra? Lui-même, Sinatra père. Ce n'est pas votre voix. Je vous dis que c'est moi. Vous serez là demain matin à 9h? Oui. Ok, votre fils est ok. Vous faites pas de bill. Mais faites quelque chose pour les barrages. Et on raccroche. Et on arrête dans la journée du 10 décembre 4 hommes qui se cachaient dans une cabane de montagne. La presse saute sur l'information avec enthousiasme. Il s'agit de dangereux repris de justice dont les photos patibulaires ornent les premières pages. Confrontation avec le trompettiste Joss, l'unique témoin. Oh non, c'est pas ça. Aucun d'eux ne ressemble aux 2 garçons que j'ai vus. On les boucle quand même. Ils subiront des heures et des heures d'interrogatoire à toutes fins utiles. On ne sait jamais. 10 décembre, 9h du matin. Sinatra? C'est ça? Sans plus de civilité, la voix du correspondant, légèrement étouffée, s'adresse à quelqu'un qui se trouve près de lui. Prend ce téléphone. Allô, Dad? Frankie? Oui? Comment ça va? Très bien. Immédiatement soulagé, Frank Sinatra crie dans le téléphone. Hé, vous là-bas! Vous êtes toujours au téléphone? Oui. Alors, vous voulez arranger cette affaire? Oui, mais pas tout de suite. Il faut que j'attende cet après-midi. Bon, vous voulez combien? Je peux pas vous le dire maintenant. Enfin, je comprends pas. Donnez-moi un ordre de grandeur, qu'on puisse préparer la chose, au moins. Justement, je ne veux pas que vous ayez le temps de préparer. Mais il faut du temps, quand même. Ah, je sais, me cassez pas les pieds avec ça. Vous me fichez le trac. Je rappelle vers 2h. Vous pouvez pas rappeler plus tôt? On raccroche. Suspense, gros titre. Et l'affaire prend une curieuse tournure dans l'opinion publique. Chacun murmure à Hollywood avec le sourire de celui qui est bien informé. Junior n'a pas le talent de son père, mais pour un crooner débutant, pas mal organisé tout ça, hein? Bonne publicité! Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Je vous rappelle que le contact est établi entre M. Frank Sinatra père et les ravisseurs de son fils Frankie Junior, 19 ans. Le 10 décembre 1963. Frankie est vivant pour l'instant. La rançon n'est pas encore fixée, mais une série de coups de téléphone va régler tout cela. C'est toujours la même voix qui parle. Je résume. 2h de l'après-midi. Environ 240 000 $ pour la rançon, je vous rappelle, à 4h de l'après-midi. Dites à votre banque de préparer 700 billets de 100 $, 700 de 50, 4000 de 20, 4000 de 10 et 5000 de 5 $. Pas de billets neufs, pas de série de plus de 8 numéros. Et faites un paquet de 60 cm de long, pas plus gros. 5h de l'après-midi. Ne restez pas là, retournez chez la mère de Frankie à Bel Air. On vous rappellera à 21h ce soir. 21h20 le soir même. Rendez-vous au poste d'essence de Santa Monica Boulevard à Los Angeles dans la cabine téléphonique. Dans la cabine téléphonique. Envoyez un messager avec la rançon à 23h à l'aéroport international de Los Angeles. Dites à votre gars de prendre le nom de Patrick Henry. Oui, c'est une étrange coïncidence. Moi, je m'appelle John Adam. L'agent du FBI qui sert de messager reçoit comme instruction de ne rien tenter qui puisse mettre en péril la vie de Frankie Junior. Il part avec exactement 239 985 $, quelque chose comme 120 millions d'anciens francs. Dans la précipitation, il manque 15 $, 2 coupures endommagées pendant les opérations photographiques des billets et une coupure manquante dans une liasse. On pense que les ravisseurs ne feront pas d'histoire pour 15 $. À 23h12, voici Patrick Henry, l'enfant du FBI, dans une cabine téléphonique de l'aéroport. John Adams lui ordonne de se rendre à une station-service
et d'y demander une carte routière. On peut voir à quoi tu ressembles, reste là pendant 5 minutes. L'itinéraire qu'on lui indique ensuite est compliqué. Il passe par une autre cabine téléphonique, enfin la voix annonce « Tu vas larguer le fric et on lâchera le gosse 4 heures après. On a besoin de temps. » Kilomètres, itinéraire, cabine téléphonique, à minuit 25, dans la nuit du 11 au 12 décembre 1963, l'agent du FBI dépose son petit colis entre 2 autobus et rentre sagement. Les ordres sont les ordres. Et vers 3 heures du matin, dans les avenues de Bel Air, une silhouette interpelle une voiture de police en patrouille. « Hé, vous êtes la patrouille de Bel Air ?» C'est Frankie Junior. Il a persuadé l'unique garde qui le surveillait de le lâcher sur la route pendant que les autres allaient toucher la rançon. On le ramène chez son père et sa mère, camouflés dans le coffre d'une voiture de police pour éviter la foule des journalistes qui assiègent la villa de Sinatra. Et voilà, tout finit bien. Et tout commence. Vous vous souvenez sûrement des photos de l'époque Frank Sinatra père et Frank Sinatra fils qui sourient aux journalistes, même sourire sur même dents blanches, radio, télévision, tout le monde fait la connaissance de Sinatra Junior et tout le monde continue de murmurer. Beaucoup publicitaire. On le murmure encore le jour où le FBI annonce triomphalement l'arrestation du gang des kidnappeurs. Voici Barry Kennan, l'homme au pistolet. Voici Joe Hamsheim, le complice. Et voici le négociateur, James Irwin. Tout s'est passé le mieux du monde, et nos 3 lascars sont en prison 5 jours à peine après le kidnapping. Enquête facile, car l'un des hommes, Irwin, se rend lui-même et dénonce les 2 autres. Maintenant, voyons pourquoi l'opinion publique continue de croire à un coup publicitaire. Plusieurs semaines avant le rapt, Barry Kennan, un jeune délinquant style Rockers, un fils de famille, parents divorcés, raconte partout qu'il a mis au point le déroulement d'un kidnapping parfait. Il rencontre Joe Hamsheim et lui propose d'y participer. Joe hésite, mais il en parle à son patron, comme d'une affaire courante. Et le patron lui déconseille bien sûr de se lancer dans ce genre d'opération. Mais vous voyez, la discrétion ne règne pas. Enfin, n'oublions pas qu'il s'agit d'amateurs. De son côté, Barry Kennan en parle à quelqu'un d'autre qui refuse, mais qui lui prête l'argent à condition que Barry rembourse après le coup. Ce que Barry fera du reste. Nanti de fonds suffisants, $600 environ, Barry rencontre le 3e larron, Irwin, un ouvrier peintre de 42 ans, qui accepte de jouer le rôle d'intermédiaire pour la rançon. Après avoir envisagé de capturer le jeune Sinatra à Phoenix, où il chante, puis à Los Angeles, dans son appartement, les 3 complices se décident pour le lac Tahoe, où se rend leur victime. C'est l'endroit désert idéal en plein hiver. Alors, ils louent une villa pour servir de refuge et une chambre dans un motel pour leur rendez-vous de conspirateurs. Mais cela fait, ils sont complètement fauchés. Barry Kennan, le chef, ne possède plus que quelques dollars et les 3 gangsters signent leurs notes d'hôtel et de restaurant en attendant de s'esquiver sans payer et d'abandonner leur projet. Mais un détective du motel les voit raser les murs d'un peu trop près avec leurs valises et leur en demande la raison. Et ils n'ont plus qu'à regagner leur chambre et les voilà contraints de passer à l'action. Alors, ils kidnappent Sinatra Junior, dans les conditions que nous savons. Et finalement, tout se passe merveilleusement bien, vous allez voir. Premier barrage de police. Il est en place depuis 5 minutes. Barry Kennan arrête la voiture 500 mètres avant, ôte le bandeau des yeux de Sinatra Junior et le fait asseoir normalement sur la banquette arrière. Alors tu fais semblant de dormir, hein, et pas de bêtises, sinon c'est toi qui trinques. Et on roule jusqu'au barrage, on s'arrête, on montre papier, bonne mine, et on passe. Sinatra Junior n'a rien dit. Il déclarera ensuite qu'il ne croyait pas que le barrage était déjà pour lui. Sans encombre d'aucune sorte, kidnappeurs et kidnappés parviennent ainsi jusqu'à un petit chalet minable dans la vallée de San Fernando. Junior est en liberté, il a le droit de se promener autour de la baraque. Pendant le voyage, il aura entendu suffisamment d'indications pour que le FBI retrouve l'endroit sans difficulté à son retour. Vraiment, pas très prudent, ces gangsters. Après, pour la remise de la rançon, Barry Kennan et Joe Hamsheim quittent le chalet,
laissant Junior tout seul avec Irwin, chargé de le larguer quelque part sur la route. Oh, Junior n'a pas beaucoup de mal à persuader Irwin de le relâcher plus tôt que prévu, d'ailleurs. 2 jours après sa libération, le FBI a déjà identifié le chalet et le propriétaire. Appris par le propriétaire que l'homme qui a loué le chalet possède une Impala blanche. Retrouvé l'Impala, recueillir une empreinte sur le volant, déclarer que l'arrestation est imminente. Ce qui fera que le plus trouillard des 3, c'est-à-dire Irwin, racontera tout à son frère, déclarera qu'il est prêt à se rendre, et lorsqu'il sera entre les mains de la police, il dénoncera les 2 autres. Alors les 2 autres, bien sûr, seront arrêtés le soir même, et on récupérera 47 938 $ sur la rançon initiale. C'est pour tout cela, pour ce mélange bizarre d'imprudence et de légèreté de la part des kidnappeurs, de rapidité et de facilité de l'enquête de la part du FBI, c'est pour tout cela qu'Hollywood ricane sous cap. Oh, belle publicité pour Sinatra Junior. Et dernière preuve accablante supplémentaire si besoin, une lettre déposée par Barry Keenan dans le coffre d'une banque et adressée à ses parents. Écoutez-la. Si cette lettre parvient sous vos yeux, c'est que je serai mort ou arrêté pour enlèvement criminel. Je suis incapable de gagner assez d'argent pour rembourser mes dettes. J'ai décidé de courir le risque soigneusement calculé en m'engageant dans une entreprise d'envergure. Si je réussis, je ramasserai à peu près 100 000 $. De ce côté-là, c'est le kidnapping qui semble présenter le moins de risques. Signé Barry. Et voilà. Le procès se déroule le 7 mars 1964, 3 mois après. Vous voyez que ça ne traîne pas de ce côté-là non plus. Irwin, qui n'avait pas participé au kidnapping lui-même, bénéficiera d'une peine légère, mais Keenan et Hammerstein, détention à vie, commués plus tard en 25 ans de prison. Peut-être sont-ils libres d'ailleurs en ce moment. Vous savez ce que l'on peut faire avec les remises de peine, et 13 ans ont passé. Quant à Frank Sinatra Jr., il doit avoir 32 ans maintenant, et sa renommée personnelle n'a guère franchi l'Atlantique, publicité ou pas. D'ailleurs, le FBI ne permet pas que l'on parle de publicité dans l'affaire Sinatra, et il faut toujours croire le FBI. Le FBI, c'est tout, même s'il ne dit pas tout. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Raphaël Mariat. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.